provocateur, parce que j'étais, à l'origine, c'était un peu parce que j'étais agacée, on va dire, par certains livres qu'on peut trouver, entre autres, dans les gares, ou tous ces livres de self-help, ou de comment, en s'occupant de son corps, on va résoudre tous ces problèmes. Et il y a toute cette littérature qui vante, c'est une vraie opération marketing, les merveilles du corps et comment le corps est notre sauveur et notre héros, et comment voilà, il suffit de s'occuper de son corps et tout ira mieux. Or, ça ne se passe pas comme ça, et donc désenchanter le corps, c'était de dire, bon bah arrêtons tous ces mythes sur les vertus magiques soi-disant du corps, et revenons à ce que va nous dire les sciences, et plus particulièrement les sciences cognitives, sur la manière dont nous fonctionnons avec notre corps, notre rapport entre le sujet conscient et le corps. Donc c'était dans cette idée-là, mais en fait, d'une certaine manière, c'est aussi un peu réenchanter le corps, parce que moi, ce que je veux dire, c'est que justement, le corps, c'est quelque chose de magique, tellement magique qu'il n'a pas besoin qu'on y fasse attention et qu'on s'en occupe, et qu'il s'en occupe très bien de lui-même tout seul, et qu'il n'a pas besoin de nous. Donc c'est une sorte de, voilà, rejeter un certain discours qu'on peut trouver dans notre société pour aller vers des données plus objectives et scientifiques, tout en montrant à quel point ce corps fonctionne bien à la fin. On ne peut jamais dire non à ça. Il y a un côté où c'est évident que laisser, voilà, se préoccuper absolument pas du bien-être de son corps, c'est juste malsain, littéralement. La question, après, pour moi, c'est qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que c'est juste le bien-être du corps, ou est-ce que c'est le bien-être mental? Alors, on se souvient, on est tous passés par là, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, etc. De nouveau, ça très bien. Mais est-ce que vraiment... Moi, ce qui me frappe, c'est quand j'entends des discours de style ah oui, si vous faites de la méditation ou certains types de méditation, vous allez agrandir votre compassion pour autrui. Moi, je l'ai entendu voilà, dans un discours de quelqu'un qui prêchait quasiment. Et j'étais là en me disant, à la suite, c'était aussi vous allez gagner plus d'argent. J'étais là. Alors, il va falloir qu'on m'explique le lien entre faire du body scanning, la compassion et gagner plus d'argent. Et c'est là où moi je trouve qu'il y a ce côté fumeux ou fumiste, disons-le, selon les personnes, parce que chez certaines personnes, alors que ça soit clair, c'est certains discours autour de la méditation, certaines personnes qui exploitent la méditation comme un moyen pour gagner de l'argent. Les études qui ont été faites, elles montrent que, il faut faire très attention au type de méditation dont on parle, mais celles qui sont particulièrement ciblées sur le corps ne sont pas celles qui vont agrandir votre compassion ou votre compréhension de l'autre, et que même le côté, je pense que souvent les gens vont chercher, c'est d'essayer de calmer leur anxiété, parce qu'on vit quand même dans une société très anxiogène. Donc je comprends que tout le monde cherche toutes les solutions possibles, et que celle-là, finalement, c'est pas la plus mauvaise, dans le sens où au moins c'est pas nocif. Si vous me dites, vaut-il mieux se saouler pour oublier ses soucis ou faire de la méditation c'est mieux. Est-ce que pour autant la méditation va tout résoudre? Non. On s'en aperçoit que, en fait, moi c'est une étude qui m'a beaucoup frappée, qui avait été faite par le professeur Tanja Singer en Allemagne, que les personnes qui ont une pratique régulière de la méditation, concentrée sur le corps, donc ce qu'on appelle les pratiques interoceptives, eh bien, se disaient, après plusieurs mois, moins stressées, mais que si on regardait leurs marqueurs corporels, physiologiques du stress, parce qu'on sait bien que le stress, ça laisse des traces sur le corps, eh bien cela, ça ne bougeait pas. Ce qui est intéressant, parce que ça veut dire, alors on peut se dire, c'est bien, non, subjectivement, on se sent mieux. Donc ça, effectivement, c'est un bon début. Mais en même temps, ça ne soigne pas vraiment le problème de fond, parce qu'en fait, votre corps est toujours aussi stressé. Et qu'à l'inverse, les techniques de méditation qui, elles, sont plus orientées, j'ai envie de dire, qui sont plus cognitives, moins focalisées sur le corps, mais plus sur une sorte de reconstruction personnelle, qui demande beaucoup plus de travail, bien sûr, et d'efforts que juste d'aller contrôler sa respiration, celles-là ont beaucoup plus d'effets sur l'anxiété à un niveau profond. En gros, on se retrouve un peu avec la méditation
centré sur le corps, à camoufler une partie du problème au lieu de vraiment le traiter, et que pour le traiter, il y a un moment donné, le corps c'est une chose, mais il faut faire intervenir l'esprit, et c'est l'esprit lui-même qui arrive qui peut nous aider à apprendre à réguler nos émotions, et qu'on ne peut pas court-circuiter le cerveau. Il y a un moment donné, c'est à l'esprit de réfléchir et d'apprendre à réguler ses émotions. Une partie du message du bouquin, du livre, c'est de dire oubliez votre corps. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où le corps ne se laisse pas oublier. Et c'est là où c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce qu'on ressent quand on a mal. Et c'est fascinant de voir à quel point ça reste un problème, aussi bien en philosophie qu'en sciences cognitives, de savoir exactement ce que c'est que la douleur. Ça paraît vraiment le truc le plus familier et intuitif du monde. Mais quand on cherche à le définir, c'est très très difficile. Et c'est surtout, il y a une telle variété de types de douleurs que souvent, quand on est confronté aux questions du médecin qui nous demande « Mais alors, votre douleur, elle est comment ?» Bah, ça fait mal. Bon, et alors, sur une échelle de 1 à 10, vous pouvez me dire à combien bah, c'est difficile, ça dépend. Et c'est plutôt des types douleurs, c'est de type brûlure, de type poignard. Donc il y a toutes ces questions-là où on est obligé de nous pousser pour affiner notre subjectivité, mais c'est très difficile de répondre. Donc ça, c'est déjà, moi, ce qui m'intéressait dans la douleur, c'est qu'effectivement, ça s'impose à nous, mais en même temps, on est incapable de l'analyser. Et le problème, c'est qu'aussi, ça s'impose à nous alors même que le corps lui-même peut aller bien. Il y a un certain nombre de troubles que l'on connaît, qui sont en fait très fréquents, où c'est ce qu'on parle de désordre fonctionnel, et on dit que c'est fonctionnel parce qu'on a tous les symptômes sans avoir la cause organique ou biologique ou physiologique ou biochimique qui pourrait expliquer pourquoi il y a cette douleur qui peut être très handicapante. Et on parle entre autres quelquefois dans les troubles de fibromyalgie par exemple, qui frappe beaucoup de personnes. À ce moment-là, c'est une situation où c'est l'esprit qui s'attend à avoir mal, qui forme des attentes, parce que par exemple, imaginez, vous êtes cassé le bras, et maintenant tout va bien, mais vous continuez à avoir des douleurs dans le bras. Eh bien, c'est parce que le cerveau s'est habitué à se dire que quand je bouge, ça va me faire mal. Maintenant, vous pourriez bouger, il n'y aurait plus de signaux de votre nerf périphérique qui vous dirait ça fait mal, parce que tout va bien. Mais pour autant, votre cerveau s'est habitué à cela, et donc à former des attentes, et à associer, en disant mouvement égale douleur. C'est un peu l'inverse du phénomène placebo. Le phénomène placebo, c'est on s'attend à ce que les choses aillent mieux, on prend une merveilleuse homéopathie et on se dit ça va aller mieux, et pour certaines personnes ça marche. Eh bien, parce qu'ils s'attendent à aller mieux, et donc ça va mieux. Là, on s'attend à avoir mal, et donc on a mal. Et ce qui est intriguant, c'est que ces personnes-là, qui ont très mal, en fait, quand on regarde comment ils fonctionnent, ils font très peu attention à leurs signaux corporels. Donc ils sont obsédés par la douleur, qui est une douleur corporelle, mais pour autant, ils n'écoutent pas leur corps. Et c'est très dur d'expliquer à ces patients que oui, ils ont vraiment mal, mais qu'en même temps, oui, leur corps va vraiment bien et qu'il faut qu'ils écoutent leur corps. Eux, ils ont l'impression qu'il ne faut surtout pas penser à leur corps, parce que puisque c'est source de douleur, on veut l'éviter. Mais en fait, ils iraient mieux s'ils écoutaient plus leur corps. Marcher sur des chasses, c'est un vrai talent. Marcher sur des talons aiguilles, toute personne qui a essayé sait que ça demande un peu d'entraînement, surtout de descendre des escaliers avec. Et surtout, donc ça on s'en aperçoit, dès qu'on essaye de changer un petit peu, de s'ajouter des choses, on n'est pas du tout doué et ça prend un vrai moment d'apprentissage. Mais c'est surtout qu'on s'aperçoit que les personnes qui ont véritablement besoin de prothèses parce qu'elles sont amputées, en fait, ont beaucoup de mal à intégrer leurs prothèses. Et donc ça va un petit peu à contre-courant de nouveau de ce fantasme où on peut changer de corps, on peut s'habituer à un nouveau corps, on pourrait devenir des cyborgs et tout serait facile et que la plupart des gens s'intéressent juste aux conséquences éthiques. Mais moi je m'intéresse en fait à la réalité même du fantasme. Avant même de se poser la question des conséquences éthiques, il faut d'abord savoir si c'est possible. Et
Le fait est que pour l'instant, non. Et c'est pas clair que ça soit juste une question de progrès technologique. Alors forcément, les progrès technologiques vont aider parce que pour l'instant, on s'en aperçoit, on réalise pas, mais mettre une prothèse, c'est quelque chose de pénible. C'est pas confortable une prothèse. C'est lourd. Vous avez le frottement au niveau du moignon et la transpiration qui se fait entre le moignon et la prothèse. Donc il y a déjà ces facteurs-là. Donc arriver à... Alors on peut avoir des matériaux plus légers, on peut tout ça, donc ça on fait beaucoup de progrès là-dessus, mais il y a quand même des facteurs juste basiques de frottement contre la peau. Hein. Mais ensuite, ce qu'on s'aperçoit, c'est même au niveau cérébral, le fait d'intégrer des nouveaux objets dans notre corps, de nouveau, c'est faisable, mais c'est pas si facile que ça. Pour les personnes en transhumanisme, l'idée c'est qu'on a un corps complet, intègre, auquel on va ajouter des nouveaux membres, ou on va ajouter des nouveaux appendices. Et c'est là où ça devient très mystérieux de comment ça peut se gérer par le cerveau, sachant que, en gros, si on alloue des ressources à ces nouveaux appendices, bah, ça va être au dépend d'autre chose. Il y a toujours ce fantasme dans la littérature qu'on n'exploite que 10% de notre cerveau, etc. Alors ça, c'est faux. C'est vraiment faux. Donc en fait, ce qui se passe, on s'en aperçoit systématiquement, c'est que vous êtes meilleur dans quelque chose, ben vous êtes moins bon dans autre chose. Et donc si on passe du temps, si on alloue des ressources de notre cerveau pour aller s'occuper d'un troisième bras, la question qui va se poser, c'est quelles vont être les conséquences pour les deux autres bras. Est-ce que ça veut dire que vous aurez moins de ressources sensorielles ou motrices? Est-ce que vous serez moins bon pour ces deux autres bras si vous avez un troisième bras? Ça, c'est des questions qu'on est encore en train d'essayer de répondre, sachant qu'il y a de la recherche qui se fait avec un sixième doigt. Pour l'instant, nous avons commencé modeste. Est-ce que pour autant, c'est très utile d'avoir une cuillère pour remuer son sucre dans son café? On est très content. Alors finalement, est-ce que ce sixième doigt, c'est comme un outil, comme une cuillère, ou est-ce que ça doit vraiment, parce que c'est un doigt, certes artificiel, mais c'est un doigt, devenir une partie du corps et être ressenti comme une partie du corps? Et moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, on constate un échec pour l'instant de l'intégration des prothèses chez beaucoup de patients, mais c'était parce donc on peut s'attendre à ce que dans ces fantasmes de membres surnuméraires, on aura aussi un échec. Mais à côté de ça, on est très très doué avec des outils. Et là, il n'y a pas du tout d'échec. Donc en fait, peut-être que le beau modèle, c'est de se dire, non, il ne faut pas avoir ce fantasme d'un corps étendu, d'un corps différent, d'un corps augmenté. Ce qu'il faut se dire, c'est juste qu'on a un corps avec des nouveaux types d'outils. Mais ça a un intérêt parce que se dire c'est juste un outil, ça veut dire là j'ai besoin d'une cuillère, c'est très bien. Là j'ai besoin d'un crayon, je change d'outil. Il y a une fluidité, on n'a pas besoin. Voilà, là on peut se dire l'idée c'est que là j'ai besoin d'un sixième doigt, c'est très pratique, mais maintenant ce que j'ai besoin c'est d'un troisième bras. Donc j'enlève mon sixième doigt, je mets mon troisième bras et je gère ça comme des sortes, de nouveau, comme des outils. Ou encore, on peut se dire que l'avantage, c'est que je peux faire avec des outils des choses que je ne fais pas avec mon corps, parce que mon corps, je le protège, l'outil, je ne le protège pas du tout de la même manière. Et donc, si j'ai un exosquelette, par exemple, l'exosquelette, si je le perçois comme une partie de mon corps, je ne vais pas aller marcher dans de la lave avec, ou de l'acide. Si je ne le perçois pas comme une partie de mon corps, je n'aurai aucun scrupule à le mettre dans des conditions où je n'irai pas mettre mon corps. Donc, d'une certaine manière, on n'a plutôt que des avantages à traiter les choses comme des outils, plutôt que comme des parties intégrantes de son corps, et que donc le fantasme du transhumanisme s'écroule un petit peu à ce moment-là, parce qu'on ne devient pas un corps radicalement différent. On est juste l'être humain de base, avec des nouveaux outils. Tout le monde a un rapport à ce corps, c'est l'objet qu'on connaît le mieux et c'est aussi l'objet qu'on connaît le moins bien. Et c'était ça qui m'a fascinée.